Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. On sait que depuis quelques décennies, il y a eu un véritable renouveau des études sur le chamanisme, rompant avec les vues anciennes selon lesquelles le chamanisme était en quelque sorte une forme psychosociale acceptée de ce qui relevait en réalité de la pathologie mentale. Or, l'anthropologie est revenue sur ce terrain, a essayé de comprendre, en fin de compte, quelle était peut-être l'une des plus anciennes religions du monde, si ce n'est même la première manière dont l'homme a établi une relation avec la nature dans laquelle il vivait et a essayé de régler en quelque sorte son sort par rapport aux esprits ou par rapport aux dieux, si on met ce mot entre guillemets, et au pluriel bien entendu, par rapport aux dieux qui régissaient cet univers. Et cette question du chamanisme a reçu bien entendu un regain d'actualité avec le grand succès que l'on connaît aujourd'hui des mouvements qu'ils appellent eux-mêmes néo-chamaniques. Et nous allons essayer de revenir au chamanisme originel, de comprendre ce qu'il en est, de comprendre quelle est cette conception du monde selon laquelle notre univers est doublé de ce que l'on appelle un surmonde ou une surnature, où finalement tout est plein d'esprit et où tout le temps il faut faire très attention, il faut être sur ses gardes, car ces esprits ne nous veulent pas toujours du bien, ou bien alors ce sont les médiateurs au sacré, ce sont les chamans qui eux-mêmes peuvent en quelque sorte dériver et se retourner, devenir ce que dans notre tradition on appelle un sorcier noir. Et afin de comprendre ce qu'est le chamanisme dans son cœur, nous avons avec nous aujourd'hui d'une part Bertrand L, professeur d'anthropologie à l'université de Franche-Comté, et d'autre part Françoise Grunt, ethno-scénographe, devant signaler bien entendu que par ailleurs cette émission a été pensée et a été réalisée en relation avec la Maison des Cultures du Monde et son Festival de l'Imaginaire à propos d'un colloque sur le chamanisme. Le terme chamanisme vient d'un mot Tunguze. Donc la première fois qu'on a entendu parler en Occident du chamanisme, c'est au XVIIe siècle, une relation de voyage d'un prêtre orthodoxe russe qui décrit un chaman Tunguze faisant des bons, qui l'accuse d'être un magicien faisant des actes liés à la superstition. Donc ça, c'est la première mention. Donc, historiquement, étymologiquement, le chamanisme serait lié à la Sibérie, à l'Asie centrale. Simplement, on s'est quand même assez vite aperçu qu'il y avait d'autres populations qui présentaient des types de chamanisme très proches, en particulier les Amérindiens, donc d'Amérique du Nord, ce qui historiquement se comprend avec le passage par le détroit de Bering. Et puis, bien sûr, on a repéré du chamanisme dans toutes les zones périphériques de la Sibérie, donc le Népal. On s'est aperçu qu'il y en avait aussi donc des systèmes comparables en Asie du Sud-Est, et puis en Australie, et puis en Amazonie. Donc le terme s'est généralisé parce que justement, on s'est aperçu que c'était pas un phénomène spécifiquement sibérien. Alors le problème vient de l'extension maintenant dans la modernité avec ce qu'on appelle le néo-chamanisme.
Bien que certaines personnes refusent au chamanisme le qualificatif de religion, en fait, je pense qu'il s'agit d'une religion très ancienne, peut-être la plus ancienne du monde, et que le chamanisme est partagé encore aujourd'hui par des milliers de sociétés. Lorsqu'on parle du chamanisme, on parle évidemment d'un fond commun et on parle aussi de manifestations différentes parce qu'il y a des sociétés différentes. Dans le chamanisme, l'univers n'est ni un bloc, ni une dualité, comme dans les religions monothéistes. Il est une superposition ou une juxtaposition plutôt de mondes différents. Le monde de la Terre, bien sûr, qui est un monde intermédiaire où vivent les humains. Le monde de l'air, le monde de l'eau, le monde souterrain, le monde du feu et, très important, le monde des morts. Si on en reste pour l'instant au chamanisme tout à fait traditionnel, Bertrand L, vous faites bien ressortir à quel point c'est un phénomène répandu, un phénomène qui, si je vous ai bien compris, ne relève pas de la diffusion à partir d'un noyau primitif, comme si d'une certaine manière c'était, je dirais, une production spontanée de l'humanité en tant que telle, et on sait très bien qu'on a tout un certain nombre d'historiens aujourd'hui qui nous disent, mais en fin de compte, même au paléolithique supérieur, la religion devait être chamanique, c'est-à-dire c'est cette idée que le chamanisme est la religion primitive de l'humanité. Je crois que pour répondre à la question, moi je peux l'inverser, c'est-à-dire que, d'abord les préhistoriens s'étripent joyeusement quand même sur cette idée de religion universelle. Bon, on sait avec quelle prudence ils manient les symboles. Hein. Mais ce qui est intéressant dans le chamanisme, c'est qu'effectivement c'est une religion très ancienne, parce qu'on peut difficilement, même si on ne souscrit pas aux thèses de Clotte et de Williams sur ce lien entre ingestion de psychotropes et première religion, même si on souscrit pas à cette thèse, force est quand même de reconnaître qu'il y a des symboles qui sont clairement de type chamanique. Je pense en particulier à la célèbre gravure dans la grotte des Trois Frères en Ariège de cet homme mi-animal, mi-homme qui porte des bois de serre sur la tête. Bon, ça c'est une représentation qui est quand même très classique du chamanisme. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a un phénomène qui est très ancien, et on a un phénomène qui est complètement inscrit dans la modernité. Donc la question est peut-être moins est-ce que c'est la plus ancienne religion de l'humanité que de constater que c'est une manière de penser le monde qui reste d'actualité, quelle que soit l'évolution technologique, économique, sociale du monde. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les anthropologues, parce que la question est de travailler sur une véritable structure de la pensée humaine. Je pense à la réflexion que consigne Ralph Linton, qui est un anthropologue culturaliste américain qui a fait la guerre de 14-18 et qui raconte que sa compagnie, plutôt que de prendre un numéro d'identification, s'était appelé Arc-en-Ciel. Et il était stupéfait un jour de constater que, parce que le matin il y avait eu un arc-en-ciel, les hommes de la troupe se sont rués à l'assaut en étant persuadés d'être protégés par un signe divin. Je crois que c'est ça, le chamanisme, c'est aussi cette forme de croyance qui a l'air d'être quand même très profonde. Alors même si il n'y a pas du tout encore, enfin il n'y a plus tout ce système de représentation qui donne un sens cohérent, je pense que on peut imaginer qu'il peut y avoir coexistence ou non coexistence, mais qu'il peut exister un fond de croyance sans que le système de sa logique au niveau des représentations soit encore établi. Je crois que c'est bien le problème de l'Occident. Et on voit bien que les grandes religions ne répondent plus. Elles se sont
complètement appauvri, en particulier je pense à tout le discours de l'Église catholique sur la présence du diable, sur les démons, qui renvoie maintenant de plus en plus à l'idée que le démon est en fait simplement la personnification de quelque chose que chacun a en nous, qui renvoie ça renvoie pas à la réalité. Les gens viennent en disant je suis possédé par un démon qui est extérieur. Et le chamanisme, c'est ça, c'était un système, c'est encore un système qui postule l'existence d'une multitude d'entités invisibles mais extrêmement actives, aussi bien des génies bénéfiques que des démons. Et le travail de l'exorcisme, le travail de contrôle de ces génies malfaisants, morbides, c'est le socle du chamanisme. Et ça, je crois que les gens en font l'expérience. Ils en font l'expérience dans les relations sociales, et l'Église, en identifiant simplement, en disant l'homme est ambivalent, ne répond pas à cette perception des choses qui reste, à mon avis, encore très très présente. Le rôle du chaman, qui est une personne privilégiée, qui n'est pas un membre du clergé, parce qu'il n'y a pas de clergé finalement, est de pouvoir voyager à travers ces mondes et de rapporter à sa communauté des conseils, des recommandations, de prévoir les tempêtes, de prévoir les maladies, de faire de la divination, etc. Un chaman isolé, ça n'existe pas. Un chaman est obligatoirement au service de sa communauté. Et sans sa communauté, il meurt. Et si jamais il est exclu de sa communauté, parce qu'il existe de bons chamans et de mauvais chamans, eh bien il n'est plus rien. Est-ce que d'une certaine manière, par rapport à notre vocabulaire, Françoise Brint, on ne ferait pas mieux de parler, je dirais, d'énergie qui anime les différents mondes? Si je parle du terme d'énergie, c'est parce que évidemment je pense au taoïsme, dans la mesure où on sait que le taoïsme était l'héritier direct du vieux chamanisme chinois. Et on a l'impression qu'on est devant une immense circulation d'esprit qu'il faut savoir négocier d'une certaine manière et avec laquelle il faut savoir passer contrat, en fin de compte. Oui, effectivement, là on a une terminologie pour le chamanisme, une terminologie tout à fait particulière, mais tous ces esprits et qui tournent, et vous avez raison de parler d'énergie, parfois certaines cultures parlent de souffle, ce qui est la même chose, c'est cette forme qui anime le vivant, qui réside à l'intérieur du vivant, du pensant aussi, et qui lui permet de poursuivre en fait cette vie. En fait, cette circulation d'énergie ou de souffle, c'est un formidable espoir pour l'humanité. L'idée est celle d'un partage du monde. Dans le chamanisme, il n'est pas question de Dieu. Il y a bien sûr l'existence d'un Dieu, il y a l'existence d'une création, mais partout, l'idée qui prévaut est celle que Dieu est étranger à la création. Une fois que cette création a été établie, Dieu s'en désintéresse. C'est la formule de Marc Augé sur le silence de Dieu. Et c'est aux hommes de se débrouiller avec ceux qui partagent l'univers créé avec eux, à savoir les esprits, que ça soit les esprits supérieurs célestes ou les esprits chtoniens des mondes inférieurs. Et l'idée est une idée intéressante. C'est celle d'un échange, un échange de forces vitales. Les esprits qui sont souvent personnifiés par des animaux sauvages
servent de nourriture, peuvent donner sous forme de chair et de sang de la force vitale. Et eux, ces esprits, ont en retour besoin des hommes pour un certain nombre d'offrandes, en particulier des offrandes alimentaires, des libations qu'on retrouve partout, qu'on retrouvait chez les Tungus, qu'on retrouve en Amazonie. Je crois que ça, c'est quand même un trait récurrent, cette idée de circulation de biens. On échange avec les esprits. Et c'est cet équilibre qui rend la vie possible sur Terre. Alors cet échange, ces échanges prête parfois à négociation, à discussion. Il y a des contreparties qui sont pas données, il y a des offrandes qui sont imparfaites, et donc c'est l'irruption il y a des transgressions de tabous, et donc c'est l'irruption du malheur, de l'aléatoire, du désordre. Et le chaman, c'est celui qui, au nom du groupe humain, est chargé de rétablir ce flux d'échange entre le monde des esprits et les humains. Dans le chamanisme, on se trouve devant une multitude d'esprits ou de forces qui certes ont parfois des noms, et ça donne lieu par exemple à des envolées d'une poésie extraordinaire lorsqu'il s'agit de nommer les esprits des étoiles, les esprits des vagues. Les dieux aussi se créent à chaque événement qui bouleverse la vie d'une communauté. Par exemple, aujourd'hui, en Malaisie, qui est un haut lieu du chamanisme, qui a échappé au raz-de-marée de décembre, eh bien, je suis pratiquement sûre que de nouveaux esprits vont être nommés, de nouveaux esprits aquatiques. C'est un fait troublant. C'est cette multitude, cette génération de forces non humaines qui se multiplient et qui en fait ne demandent pas de code, ne demandent pas de dogme, elles demandent simplement, où sont les hommes qui établissent un contrat, parce que ce qui est important pour le chaman comme pour la communauté, c'est de pouvoir échanger quelque chose. L'échange avec les esprits est périlleux, ils ont une nature ambivalente, ils sont versatiles, les humains aussi, d'où aussi la très grande suspicion qui pèse sur le chaman. Je crois que ça c'est une idée qui a complètement disparu pour l'instant du chamanisme néo-occidental. C'est évidemment le soupçon qui pèse sur le chaman comme médiateur. Il est celui qui négocie, et quelquefois, le doute pèse sur le camp qui l'avantage. Il suffit qu'il y ait 3-4 décès dans le groupe pour que, aussi bien chez les Bouriates que chez les Varao ou les Achuar en Amazonie, qu'on accuse le chaman finalement d'avoir fait là le jeu des esprits et d'avoir livré quelques proies aux esprits en échange d'un bénéfice qu'on connaît pas très bien. Oui, mais là, est-ce qu'on ne se trouve pas, je dirais, devant un schéma quasiment classique de l'humain? Parce qu'on voit bien en Afrique, dans ce qu'on appelle les sorciers, que le sorcier peut très vite devenir un sorcier noir, et que parfois d'ailleurs on engage un sorcier pour défaire ce qu'un autre sorcier a fait, et que donc il y a toute une épreuve de force. Et lorsqu'on voit la littérature de la Renaissance, au moment où la magie a vraiment été pensée, on voit très bien qu'il y a une magie blanche, une magie noire, et que, je dirais, on passe assez facilement de l'un à l'autre. Comme si, en fin de compte, le fait de négocier avec les puissances autres que nous, je dirais, les puissances de l'invisible, était quelque chose qui était toujours extrêmement ambigu, et que on n'était jamais tout à fait, que quelqu'un qui a des pouvoirs, on ne peut jamais être tout à fait sûr de lui.
Tout à fait. Cette idée est intéressante parce qu'elle pose la question, cette ambiguïté fondamentale du contact avec la surnature, pose la question de la délégation. Ce qui est surprenant, c'est que dans aucune population, même celles qui pratiquent des cultes de possession, on avance l'idée que tout le monde pourrait établir un contact chamanisé pour soi ou incorporer des esprits dans chaque famille. Que ça soit dans les cultes de possession ou dans le chamanisme, on part quand même de l'idée qu'il faut un médiateur. Et ce faisant, on lui confie un pouvoir qui est quand même un pouvoir assez redoutable. Parce que justement, on ne sait pas pour qui il travaille. C'est le célèbre proverbe sur les Hougans du vaudou haïtien. Le Hougan, il a une main droite et il a une main gauche. Et on peut pas faire autrement. Les Tungus disent d'ailleurs que il se passerait volontiers de leurs chamans. Les Achuars disent la même chose. Il se passerait bien des chamans. Malheureusement, le désordre, l'aléatoire du gibier, les âmes des bébés, des fœtus qui sont emprisonnés et qu'il faut aller libérer dans les mondes invisibles. Ça, c'est une réalité. Et donc, on peut pas se passer des chamans. Donc, à la fois, c'est tout à fait, c'est une conception très paradoxale, mais qu'on retrouve partout. Au Népal, une population chamanique dit à propos de l'inceste, c'est de la prohibition de l'inceste, c'est terrible, parce que être obligé de prendre une épouse dans un clan ailleurs, donc avec l'exogamie, c'est faire rentrer une sorcière potentielle dans sa famille. Et d'un autre côté, si on épouse les sœurs, ce qui serait l'idéal, parce que là au moins on est sûr que c'est pas une sorcière, ça déclenche la colère des dieux. Donc en fait les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont toujours entre le marteau et l'enclume. Il y a un problème qui se pose à propos des chamans, Bertrand Hell, c'est qu'on voit très bien comment, et les discussions au fait rage, ce sont des gens qui souvent nous paraissent à nous, je dirais pas très psychiquement équilibrés. Alors est-ce que c'est sans doute dû aussi à notre vision occidentale, mais on voit très bien toute la discussion qu'il y a eu sur la pathologie, pour ne pas dire souvent la psychopathologie des chamans. Et on sait très bien que souvent on les a traités plus ou moins de schizophrènes stabilisés, ou on avait même inventé l'expression d'hystérie arctique ou de psychose glaciaire, et comme si effectivement on a l'impression que le chaman doit passer quand même par des états psychiques, je dirais, qui sont hors de l'ordinaire. Oui, le trait commun de tous ces chamanismes amazoniens, océaniens, sibériens repose sur l'idée de la maladie initiatique. On ne décide pas de son propre chef de devenir chaman. Donc c'est toujours le fruit d'une élection par les esprits, qui se traduit toujours par cette fameuse maladie initiatique, qui est dont les signes sont proches de la folie, mais pas seulement. La folie, c'est plutôt la marginalité, c'est-à-dire que cette période initiatique, qui est une période d'épreuve, montre que la personne du groupe social est en marge. Elle est pas comme les autres. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui sera extrêmement important quant à la légitimité de son statut d'intermédiaire entre les esprits et le monde social et le monde des humains. Alors ça a été interprété comme étant une preuve d'un signe pathologique. Je crois que là on a confondu complètement la personne et le personnage. Et le personnage du chaman, c'est résolument, et structurellement c'est obligatoire, c'est un marginal, c'est un transgresseur. C'est quelqu'un qui montre qu'il est marqué par les esprits. Il l'a été pendant plusieurs années, il était comme fou, il errait dans la steppe, il était paralysé, il a été dépecé par les esprits, les esprits lui ont fait bouillir la chair, lui ont sucé le sang et ont reconstitué
un être qui va être doté de pouvoirs accrus, en particulier celui donc de voyager dans leur monde. D'une certaine façon, Françoise Grunt, on voit bien comment on est dans l'équivalent de ce que, dans notre langage à nous appellerions une grande phase mélancolique de démembrement de la personnalité. Puis de recomposition, d'ailleurs on préfère aussi l'équivalence avec l'alchimie, ce qu'on appelle l'œuvre noire, la décomposition, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose dans le chaman qui est tout à fait particulier, que nous avons oublié, je pense, qui est quand même l'extrême importance du rituel. À savoir que le chaman n'est pas simplement quelqu'un qui est un guérisseur blessé, un guérisseur blessé, oui, qui a été blessé, le vieux thème, il faut avoir été blessé pour être guérisseur, mais qu'en même temps, il y a des formes à respecter, et je veux dire, on ne négocie pas n'importe comment avec les esprits. Alors voilà. Et c'est là où on entre dans chaque particularisme selon chaque culture. Et il est bien évident que le rituel est composé, il est une sorte de chemin qui va mener d'un point à un autre, qui va être un chemin de guide aussi. La fonction très importante du chaman, c'est psychopompe, c'est de guider les âmes des morts vers le royaume des morts. Et le chaman va emprunter à sa société des formes fascinantes. Parce que le chamanisme est aussi quelque chose qui va ressouder la société dans un émerveillement. Et l'émerveillement va venir souvent de la musique. Il va venir souvent de cette poésie extraordinaire que sont les paroles du chaman. Il faudrait les traduire toutes et il y a encore une œuvre immense à faire. Il va venir aussi de la beauté de la danse et de la teneur du costume. Le costume, donc, souvent, a une grande signification. Dans le chamanisme boréal, le chaman se pare d'une robe qui est tout à fait codée aussi, qui comprend des centaines de lanières de cuir ou d'étoffe. Et par là, il signifie à sa société que ce filamenteux dont il est couvert est un lien entre les différents mondes. Ça n'est pas seulement une décoration. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les petites vestes qui sont venues finalement des États-Unis avec des franges au bas des manches, eh bien les gens qui les portent ne se doutent pas que c'est un reste du vêtement chamanique qui relie les autres mondes à la terre. Et puis il y a cette espèce de pratique de l'adresse au Dieu. Et on appelle le Dieu, on lui demande, et là il y a toute une technique vocale, une technique de respiration aussi, qui va projeter le chaman justement hors de son corps. Les chamans le reconnaissent. Ils établissent tout à fait une distinction entre ce que leur corps montre et ce que leur esprit fait. C'est-à-dire qu'il y a bien cette idée que le chaman joue un personnage, joue un rôle. Et les chamans en sont tout à fait conscients. Et les études de type psychopathologique, qui ont d'ailleurs repris, qui s'inscrivent dans le droit fil des premières conceptions diabolisantes des missionnaires. La pensée occidentale suit un fil, le discours change, mais les représentations restent constantes. L'idée, c'est de toujours diaboliser la religion de l'autre, soit à travers un vocabulaire religieux, soit après à travers un vocabulaire pseudo-scientifique, psychiatrique. Donc ces études qui sont basées sur la pathologie, la psychopathologie qui serait anormale du chaman, ce sont des études qui sont très ponctuelles, en ce sens qu'elles ne se centrent que sur le comportement du chaman durant le rituel.
Alors là, effectivement, le chaman dit, je vais dans les mondes autres, mon corps repose là, il est mort, il est vide, il est animé par mes esprits auxiliaires. Un des esprits auxiliaires des chamans sibériens, c'est le cheval ou le renne en rut. Donc le corps est parcouru de soubresauts, le corps hennit, il marche à quatre pattes, il fait des bonds. Tout ça, ça a été interprété en termes de psychopathologie, alors même que la plupart des psychiatres qui faisaient ces analyses ne parlaient pas avec le chaman, ne parlaient pas le Tungus, ne parlaient pas l'Achouar, ne demandaient pas au chaman ce qu'il faisait pendant ce temps. Et là, il y a une conscience aiguisée. Le chaman explique que il laisse d'un côté son corps et de l'autre, il voyage dans l'au-delà, il fait des choses très précises, il accomplit des gestes, des rites, il se conforme à un rituel. Donc c'est ce personnage qui présente des signes de convulsion, d'hystérie, d'état modifié de conscience, quels que soient les termes occidentaux. Derrière, il y a une personne qui détient un réel savoir. Je crois que c'est d'avoir confondu les deux est une erreur méthodologique assez incroyable. Qu'est-ce qu'une extase ? D'après les observations, le chaman se place au milieu de sa société, jamais tout seul, dans une sorte de dramatisation. Cette dramatisation, il la fabrique avec un costume très particulier, où chaque détail a une signification, avec l'absorption ou non de psychotropes tels que alcool, fumée, nourriture hallucinogène, etc. Avec de la musique et surtout avec cette faculté qu'a son âme ou son esprit de quitter son corps comme une flèche au bout d'un certain moment en laissant l'enveloppe charnelle, inerte ou semblante assoupie sur la terre, dans le royaume humain. Pendant ce temps-là, la communauté entoure le corps du chaman. Elle l'entoure par de la musique, elle l'entoure par des gestes, elle l'entoure par des danses. Et toutes ces manifestations physiques ont pour but de rappeler le chaman dans le monde humain. Parce que ce serait tout à fait inutile si le chaman partait et ne pouvait pas revenir. Au bout d'un temps qui varie selon les sociétés, l'extase peut aller de quelques dizaines de minutes à 4 ou 5 heures à même une journée entière, l'âme du chaman réintègre le corps, mais elle réintègre le corps avec une richesse, c'est-à-dire une information qui est venue de la surnature. Il faut maintenant délivrer cette information à la communauté. Alors cette information, on peut la délivrer de plusieurs manières. On peut la délivrer d'une façon naturelle, avec une voix haletante, mais une voix humaine. On peut la délivrer aussi avec une voix flûtée. La voix flûtée qui prouve un trouble physiologique, qui prouve une énorme métamorphose dans toutes les fonctions physiologiques du chaman. On peut délivrer ce message aussi en langue secrète. Les langues secrètes sont des langues, en général, extrêmement anciennes ou des bribes de langage qui n'auraient pas été appris par le chaman, mais qui l'auraient habité à partir du moment où il aurait reçu le signal de la surnature. Et, en général, ces langues secrètes ne sont pas comprises par la communauté. Alors, elles sont traduites par les assistants qui accompagnent le chaman. Les assistants peuvent être de vieux chamans ou peuvent être des gens qui ont aussi un don de décryptage particulier.
peut s'interroger à travers le regard que porte l'Occident sur le chamanisme et sur les sorcières médiévales, sur un certain rapport à la connaissance. Je me demande si le fond du problème n'est pas là. Le chamanisme repose sur l'idée, finalement, qu'on peut explorer les mondes inconnus. Le chamanisme est fondamentalement adopte une position fondamentalement ouverte par rapport à tout ce qui peut arriver. Quand la variole est apparue en Sibérie, c'est vers les chamans qu'on s'est tourné pour lutter contre cette maladie. Donc il a fallu que les chamans créent de nouveaux rituels, fassent appel à de nouveaux génies auxiliaires, adaptent tout leur système de représentation à la modernité, à l'apparition de la technologie. On a des exemples assez extraordinaires de l'évolution, de la plasticité du chamanisme en Amazonie. Ces 50 dernières années, il n'y a plus une tribu en Amazonie qui ne soit pas en contact avec les Blancs. Il y a des formes de chamanisme qui ont réapparu dans les petites villes, qui sont d'ailleurs en train de croître avec un accroissement de population assez important en Amazonie, à Belém ou au Pérou. Et là, on a des formes de chamanisme qui sont obligées de faire face à la modernité. Et en retour, on a l'impression, donc c'est cette peur de l'inconnu, cette peur du désordre, elle n'existe pas dans le chamanisme. C'est même sa raison d'exister. On a l'impression, en revanche, que l'Occident, il y a cette peur de l'inconnu. Tout ce qui est en dehors de l'expérimentation directe, tout ce qui est en dehors de ce qui peut être vérifiable, est quelque chose dont on va se défier, sur tous les plans. C'est Freud qui recommande au poète Bruno Goetz, qui est fasciné par la lecture des Védas, qui lui dit de faire très attention et de se méfier de ces inquiétantes ténèbres, et qui lui rappelle que les mystiques deviennent fous. Je crois que ça, c'est vraiment c'est la pathologie peut-être de l'Occident, cette peur du sacré, cette peur de l'inconnu, cette peur de s'aventurer en dehors d'un sentier qui serait complètement balisé, dont on pourrait assurer chaque prise avant d'avancer. Le chaman est un homme du désordre tout de même. Le chaman ne va pas chercher dans son extase et dans son retour à créer de l'ordre dans l'humain. Il va simplement lui apporter un apport, qui sera un apport immédiat ou un apport plus lointain. Mais il est un provocateur, le chaman est un provocateur, et c'est ce qui a fait que, par exemple, dans les régimes durs, et je pense au régime soviétique, on a puni les chamans, on les a envoyés au goulag. Un véritable chaman est heureux de troubler une société. Il la trouble, mais il lui apporte l'énergie nécessaire. Et c'est ce qu'ici, dans le monde occidental où nous sommes les champions de l'ordre, bien sûr, nous arrivons difficilement à saisir. Et est-ce qu'il n'y a pas eu alors de notre part cet oubli que on trouve dans toutes les civilisations traditionnelles, que la vie, que le temps est quelque chose qui s'use, qu'il faut repasser par des périodes de chaos, que c'est là que se refertilisent les choses en quelque sorte, que les énergies se donnent. Et est-ce que en tant que créateur de désordre, le chaman n'est pas d'abord quelqu'un qui est précisément fécond pour la société dans laquelle il vit? Voilà, le chaman est tout à fait riche, il est fécond pour sa société, parce que en fait, sont des sociétés souvent des sociétés de gens analphabètes, très peu cultivés, mais qui sentent confusément que avec l'intervention du chaman, la communauté se retrouvera toujours à l'origine de quelque chose. Donc, le chaman donne, d'une façon très informelle, il donne à sa société le sens de l'esprit critique.
C'est très important, ça. Et il lui permet de faire une sorte de reprendre pied sur n'importe quelle situation et d'établir une sorte de tremplin qui va faire rebondir chaque individu vers son destin. Quel destin! Quel destin! Et c'est là encore où le chaman va jouer un rôle extrêmement intéressant, c'est que il va soit révéler à certaines personnes quels seront leurs destins d'une façon très simple, ou il va leur refuser la vision de l'avenir. Il leur refuse parfois la vision de l'avenir, mais dans ces cas-là, et ça arrive parfois en Corée, il leur donne la vision du passé. Et il est cet être qui permet l'aller-retour permanent entre le temps passé et le temps futur, ce qui est une fonction tout de même extraordinaire et qui n'est pas dans des données de charlatanisme. On pourrait croire que il y a des phénomènes de divination qui sont tout à fait simples et qui peuvent procurer des intérêts immédiats. Non, là, il s'agit pour le chaman, justement, de faire repartir l'homme chaque fois. C'est comme si le chaman était devant une machine fatiguée qui s'arrête et grâce à différentes techniques, il la fait repartir. Et c'est magnifique. Le problème de savoir si le chamanisme n'est plus en phase, bien sûr qu'intellectuellement, c'est un système de représentation qui est à l'opposé de nos conceptions scientifiques. Le problème serait plutôt de voir comment ça se passe au niveau du vécu, je dirais du vécu quotidien des gens. Je pense par exemple à cet épisode central de la vocation chamanique ou de l'élection dans les cultes de possession, la maladie. La maladie qui est vécue, qui est pensée dans le chamanisme comme la première pierre. C'est à ce moment-là que la personne prend conscience d'une autre réalité. Donc la maladie joue un rôle à la fois déstructurant et d'ouverture, de prise de conscience, exactement comme le font les psychotropes dans l'ayahuasca ou la manite tumouche en Sibérie. Or, cette expérience d'une altérité, d'une dissociation, on la retrouve en Occident. C'est pas un vocabulaire chamanique, mais il suffit de travailler avec les grands brûlés ou avec des gens qui ont été confrontés à une douleur extrême, et ces gens font tous référence ensuite à une capacité qu'ils ne connaissaient pas, qui est une véritable capacité de survie, qui est celle de se dissocier, c'est-à-dire tout d'un coup de s'extraire d'eux-mêmes, à tel point qu'un certain nombre de grands brûlés, dans des services de grands brûlés, ont été envoyés en service de psychiatrie parce qu'on disait qu'ils présentaient des troubles du comportement, parce que pour nous c'était inexplicable. Donc je crois que, encore une fois, il peut y avoir un décalage entre ce que les gens, y compris en Occident, vivent et le système explicatif que la science et la normalité intellectuelle leur proposent. Et je crois que ce décalage, il existe. Et encore une fois, c'est pas la science qui va y répondre. On voit, Bertrand, que souvent nous avons du mal à comprendre ce qu'est un chaman, parce que tantôt nous le prenons pour un prêtre, pas au sens de prêtre catholique, je veux dire de prêtre de la religion romaine, etc., c'est-à-dire l'administrateur du sacré, si on peut dire, ou de la négociation avec le sacré. Tantôt on le prend pour un thérapeute, mais comme si d'ailleurs on était, je dirais, à cet endroit extrêmement archaïque où religion et thérapie finalement ne se distinguent très mal l'une de l'autre, et comme si on n'arrivait pas à le faire rentrer dans la catégorie, parce que précisément, étant celui qui est le lieu de passage d'énergie, en réalité, il répond à plusieurs de nos caractéristiques, où il occupe plusieurs des terrains que nous avons balisés. Van Gennep disait, essayer de définir le chaman, et il a employé cette expression, une sorte d'homme, ce qui est tout à fait révélatrice de cette impossibilité de le classer. Pendant longtemps, les ethnologues et les historiens des religions ont discuté
sur le sujet, le chamanisme est-il une religion? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que le chamanisme est complètement inclassable. Ou plutôt, si, il a une seule fonction qui va se déployer sur plusieurs registres, mais sa fonction principale, c'est d'être intermédiaire entre le monde des esprits et celui des humains. Donc, dans ce rôle d'intermédiaire, il va être sous certains aspects garant d'un ordre social, celui de la transgression des tabous, en particulier des interdits, mais pas les interdits sociaux classiques, les interdits, par exemple chez les Tungus ou les Bouriates, ne pas mutiler le paysage parce que ne pas prélever trop d'animaux. Donc c'est ces interdits qui renvoient en fait à un ordre plutôt cosmique. Donc il a une fonction sociale, il a une fonction thérapeutique parce qu'un certain nombre de maladies, en particulier celles qui sont réfractaires au traitement ordinaire. Donc dans la société, il y a des médecins, il y a des praticiens, il y a des phytothérapeutes, mais il y a un certain nombre de maladies qui sont imputables aux esprits. Et c'est à ce titre que le chaman intervient. Il n'est pas prêtre, par exemple, il n'intervient jamais dans les rituels funéraires, ou à une exception, lorsqu'il s'agit de morts inexpliquées. Et donc là, on va subodorer l'intervention des esprits, et donc là c'est le chaman. Donc il est inclassable. Il est aussi poète, il est barde. Le chaman est musicien, c'est lui qui joue de la musique pour appeler les esprits. Poète, c'est une dimension qui est extrêmement importante parce que la parole partout, encore une fois, que ce soit en Sibérie ou en Amazonie, on associe parole et force intrinsèque. La parole, c'est quelque chose qui est doté d'un pouvoir de faire venir les esprits, de les séduire. C'est quelque chose qui est capable de faire refluer la maladie. Donc tous les chamans sont toujours des poètes. D'ailleurs, un des signes de leur élection, qu'on a interprété comme, encore une fois, étant un délire de type psychopathologique, c'est avant qu'on s'aperçoive que ce sont des paroles qui sont dictées par les esprits, c'est une véritable fureur poétique, c'est-à-dire que tout d'un coup l'adolescent court dans les rues du village en déclamant des paroles. Donc c'est une première manifestation de ce souffle que les esprits lui donnent. Et le chant chamanique, on s'est toujours beaucoup interrogé sur cette plasticité des rituels. Justement, un rituel chamanique ne peut pas être quelque chose qui obéit à une liturgie stricte, figée, parce que le chaman est aussi un poète, c'est aussi quelqu'un qui doit être capable de jouer avec la parole, d'improviser à partir d'un noyau de chant, qui doit démontrer. Il démontre son élection, il démontre sa nature quasi surnaturelle en improvisant, en montrant qu'il est capable de subjuguer et son auditoire humain et son auditoire d'esprit. D'où ces rituels très spectaculaires où des chamans, par exemple au Népal, chez les Magars, se défient à travers des chants. Et ce sont de véritables défis d'improvisation chantée. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Pucerie.
rompant avec le chamanisme, mais peut-être pas tout à fait, je voudrais attirer l'attention sur le livre de Pir Vilayat Inayat Khan, Voir derrière les apparences, aux éditions des Trois Monts. Pir Vilayat Khan, on le sait, était un maître soufi qui s'inscrivait d'ailleurs dans la tradition pakistanaise du soufi, et alors qu'il est disparu voici à peu près 2 ans, ces textes sont en fait le recueil d'un certain nombre de prises de position extrêmement vigoureuses qui avaient été les siennes durant tout son enseignement. Et si je dis que d'une certaine manière, avec le soufisme, nous ne sommes pas très loin du chamanisme, c'est que on sait très bien comment le soufisme a été infiltré d'un chamanisme originel, comment d'une certaine manière il en porte encore témoignage, et comment en même temps il est proche d'un certain type d'expérience que l'on trouve en Inde, là aussi où le chamanisme a beaucoup irrigué la conception brahmanique du monde, et je dirais que cette proximité, on l'a bien vu au XVIe siècle, lorsque à la cour de l'empereur Akbar, on a mené une comparaison réglée entre le soufisme et l'hindouisme. Et à travers ce livre de Pir Vilayat Khan, Voir derrière les apparences, trouver quelle est la réalité précisément de cette surnature en partie angélique, qui est comme l'intermédiaire vers la divinité inconnaissable, nous avons sans aucun doute le cœur même de l'enseignement de cette tradition pakistanaise du soufisme. Peut-être devons-nous apprendre à réconcilier l'arc-en-ciel et l'éclair. Nous avons vu cela une fois dans les montagnes, un arc-en-ciel et un éclair en même temps. Le but n'est pas de revenir à un état où nous étions avant d'être incarnés. Notre but, c'est de devenir des personnes mûres et complètement réalisées. C'est d'atteindre à la nature angélique. Et puis, rompant avec cet horizon, je voudrais revenir vers toutes les discussions qui agitent actuellement les milieux concernés et les milieux spécialisés en même temps autour de l'invention du christianisme et la personne de Jésus. Le premier travail sur lequel je voudrais attirer l'attention de ce point de vue-là est celui de Roland Cache, Les 7 vies de Jésus, aux éditions Asclépiade. Roland Cache, en effet, s'appuyant sur l'ensemble des travaux modernes, essaie de nous montrer comment il y a différentes manières de comprendre Jésus, en tenant compte, bien entendu, de la méthode historico-critique et d'autre part de tout ce que nous révèle l'archéologie, et en particulier de tout ce que nous ont révélé les fameux manuscrits de la mer morte, et il nous montre comment on peut le comprendre comme un rabbin charismatique, d'une certaine manière, comme un prophète, comme un essénien, ou éventuellement même comme un zélote, c'est-à-dire de ces juifs qui se battaient pour la liberté d'Israël, écrasés par l'Empire romain. Et ce qu'il nous montre, c'est que d'une certaine manière, le Jésus historique en lui-même garde tout son mystère et que tout est toujours une question d'interprétation. Il serait facile de citer, pour vouloir conclure, une phrase attribuée à Jésus. Laissons plutôt le dernier mot au Talmud de Jérusalem. On ne doit pas poser de pierre tombale sur la tombe des justes, parce que leurs paroles forment elles-mêmes un mémorial. Et au-delà du livre de Roland Cache, je voudrais attirer tout particulièrement l'attention sur l'étude de David Flusser, Jésus, aux éditions de l'Éclat. David Flusser, on le sait, était professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Il est mort voici à peu près 5 ans, et une grande partie de son travail universitaire, de son travail académique, a été de s'intéresser au Jésus juif, de montrer comment il était issu de sa tradition, et d'une certaine manière, à travers cette relecture de Jésus qui le recontextualise dans son milieu, qui le recontextualise dans son époque, d'initier quelque chose qui permet un véritable dialogue interreligieux. On en verra par exemple l'illustration dans la manière dont David Flusser s'intéresse à cette dénomination qui est toujours si mystérieuse, qu'avance Jésus à plusieurs reprises dans les évangiles, le Fils de l'homme, en montrant comment cette expression, on le trouve déjà dans le livre de Daniel, dans ce livre finalement apocalyptique, qui est le livre de Daniel, et comment en réalité cela renvoie à l'expression Ben Adam, fils d'Adam, dans la mesure même où Adam est l'homme, et Ben Adam c'est le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Enfin, pour terminer,
Je voudrais m'arrêter sur l'ouvrage collectif sous la direction d'Adrian Schenker et de Philippe Hugo, L'enfance de la Bible hébraïque, histoire des textes de l'Ancien Testament aux éditions suisses, Labor et Fides. Là où, précisément, il s'agit de tenir compte de tout ce que nous ont amené les manuscrits de la Mer Morte et, en quelque sorte, d'essayer de rechercher quelle a été la première mise par écrit de la Bible avant le texte de l'Ancien Testament canonique que nous connaissons, ce qu'on appelle la version massorétique, dont on sait qu'elle a été écrite, en fait, couchée sur le papier. Le papier n'existait pas à l'époque, mais on se comprend, couchée sur le papier quelques 6 à 7 siècles ensuite. Donc, d'une certaine manière, il s'agit d'une mise au point par des spécialistes qui nous découvrent, comme le texte de l'Ancien Testament est extrêmement problématique, combien il doit aux circonstances géopolitiques de l'époque et comment il s'inscrit précisément dans une négociation, évidemment sous le signe de l'Alliance, mais dans un type de négociation entre ce qui est de l'ordre du temporel et ce qui est de l'ordre du spirituel et du divin, le temporel, bien entendu, faisant symbole de ce divin et de ce spirituel. On objecte parfois que l'existence de deux formes du livre de Jérémie pendant plusieurs siècles est surprenante. Je le concède. Mais cette coexistence de deux formes différentes s'explique sans trop de peine par une transmission dans des milieux qui transmettaient eux-mêmes des théologies opposées. Les livres aujourd'hui. Voir derrière les apparences de Pierre Vilayat Inayat Khan aux éditions des Trois Monts. Les 7 vies de Jésus de Roland Cache aux éditions Asclépiade. Jésus de David Flusser aux éditions de l'Éclat. Et L'enfance de la Bible hébraïque, histoire des textes de l'Ancien Testament, un collectif sous la direction de Adrian Schenker et de Philippe Hugo, aux éditions suisses Labor et Fides. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Françoise Grunt et de Bertrand L. Mixage Philippe Carminati, réalisation Isabelle Huel.